Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking sur Euronext. Alors aujourd'hui, première partie d'une interview d'un gérant d'un family office. Il va vous expliquer pourquoi il investit sur les petites et moyennes capitalisations d'Euronext, quels sont les secteurs de prédilection avec lesquels il opère, quels sont les avantages d'avoir un fonds d'un family office et il va vous donner aussi ses critères de sélection de valeurs. À la fin de cette première partie, je synthétiserai tout ça pour vous mettre en avant ce que moi j'estime comme étant des critères importants pour un particulier. Je vous partage tout ça derrière cette vidéo. C'est parti. Bonjour Thomas, merci d'être présent et de vouloir bien te prêter à l'exercice de l'interview. Écoute, bonjour, merci de m'inviter. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme métier, d'où tu viens, ton parcours, s'il te plaît? Alors moi je suis, en fait avant j'étais directeur financier dans des boîtes de haute technologie et dans deux sociétés qui ont été rachetées par IBM. Et en fait je fais ce que je fais, donc aujourd'hui j'ai un fonds et j'investis dans des small caps, des petites valeurs cotées en bourse. Et je fais ça parce que je suis passé chez IBM et parce que j'étais directeur financier et j'étais éditeur de logiciels avant. Pourquoi? Alors parce que chez l'éditeur de logiciels, j'ai découvert que le métier du logiciel était un très beau métier. Et dans mon portefeuille, j'ai pas regardé, mais il y aura 70% de valeurs qui sont des éditeurs de logiciels. Et mon passage chez IBM, c'est énorme. Quand j'y étais, c'était un peu plus de 10 ans, il y avait 100 000 personnes en Europe uniquement. C'était un mastodonte. Et j'étais à la direction financière Europe. Et j'ai découvert qu'à la direction financière Europe d'une société comme IBM, on ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas ce qui se passait. Et tout ça était très compliqué. Donc, je me suis dit que l'analyse financière à l'extérieur d'analyser une société comme IBM, c'était très difficile. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus simple d'investir dans les small caps, parce que ce sont des sociétés à taille humaine. Les dirigeants connaissent leur société, et donc quand on interviewe les dirigeants, ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent, mais en gros, on arrive à avoir une idée assez précise de ce qu'ils font et de ce que fait la société. Donc, mon histoire m'a amené à investir dans les small caps avec un gros biais techno et logiciel. C'est quelque chose que j'évoque, moi, sur ma chaîne. Je l'avais fait dans une vidéo où j'avais dit les avantages d'investir dans les small caps. Un des premiers, c'est que ça peut être facile à comprendre, notamment si on a des activités professionnelles dans, je sais pas moi, la boulangerie ou dans le logiciel ou peu importe. On peut trouver des sociétés qui sont en lien avec ça où en fait on commence à comprendre ce qui se passe quand les patrons y parlent, quand les communiqués de presse y tombent. Donc là, tu es un peu là-dessus, ok. D'accord. Est-ce que tu peux me dire la façon dont toi tu fais ta sélection de valeurs, parce que tu fais du stock picking. Donc déjà, tu travailles pour qui? Tu travailles pour toi? Tu as des patrons? T'es comment, s'il te plaît? Moi, je travaille pour moi. Je suis le seul gérant du fonds et je travaille pour des family office qui sont actionnaires du fonds. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est un fonds qui est fermé, les particuliers peuvent pas souscrire, hein, c'est ça? Exactement, voilà. Ok. Et ce qui me donne un avantage compétitif par rapport à mes amis qui gèrent des fonds ouverts, c'est que moi j'ai pas de question de liquidité. Donc les règles de retrait sont assez draconiennes, donc j'ai pas à gérer la liquidité. D'accord. Les fonds classiques doivent gérer la liquidité. En cas de crack, ils doivent être capables de vendre, c'est ce qui provoque les cracks d'ailleurs, de manière rapide, les valeurs s'ils ont des retraits, ce qui se passe quand il y a un crack. Moi, j'ai pas ce sujet-là, ce qui permet d'être vraiment long terme et d'avoir un sujet de moins à gérer. Effectivement, Cédric, dans une interview précédente, là, qui est donc un broker pour les professionnels, il évoquait que lui, il apportait de la liquidité pour des fonds qui, notamment en période de crack, il l'a évoqué, la valorisation passe après la liquidité. Il y a énormément de fonds qui sont des fois coincés avec des retraits. Et en période de crack, ils sont obligés de brader, en fait, pour retrouver de la trésorerie, parce qu'il y a des gens qui veulent, en fait, récupérer leur part. Donc toi, t'es pas confronté à ça. Donc effectivement, c'est un sacré avantage. Un gros avantage compétitif. Moi, mon métier, donc j'investis que dans des sociétés françaises cotées, ce qu'on appelle les small caps. Et j'aime bien ce marché parce que, comme j'ai expliqué, ce sont des sociétés à taille humaine qui sont plus faciles à analyser. C'est un marché qui est peu efficient. Alors, l'efficience en bourse, c'est-à-dire si on prend une grosse valeur comme Peugeot ou BNP,
Il y a des intervenants dans le monde entier qui sont très informés de ce qui se passe. Donc, on peut imaginer qu'à chaque instant T, le cours représente la vraie valeur par rapport à toutes les informations qu'il y a. Sur les petites sociétés, comme c'est un marché pas efficient, il y a des écarts de marché qui peuvent apporter des opportunités. Donc, c'est un marché qui est pas mal pour ça quand on n'a pas le sujet de la liquidité à gérer. Le management est accessible, parce que les petites sociétés, on peut facilement avoir parlé au management. Je pense que si je veux parler au patron de Peugeot, ce sera plus compliqué pour moi. C'est pas le cas dans les petites sociétés. Et enfin, ce sont des sociétés peu suivies. Dans les small caps, je crois qu'il y a la moitié des sociétés qui sont suivies par aucun analyste. Donc, ça, encore une fois, ça donne du potentiel de valorisation parce qu'il faut travailler, il faut faire l'effort de rencontrer les sociétés. Mais quand on le fait, en général, c'est des sociétés qui sont ravies que des investisseurs s'intéressent à elles. Donc, elles vous parlent, mais parfois, il faut aller faire des assemblées générales. Tu connais ça, Philippe. Au fin fond de la France, pour rencontrer les sociétés, ce sont des sociétés qui ne vont pas facilement à Paris, qui n'ont aucun événement investisseur, donc il faut vraiment faire l'effort de rencontrer. C'est ce que je dis, moi, les petites sociétés. Donc, quand je dis que j'aime bien investir dans les petites sociétés, on est d'accord sur, c'est à taille humaine, donc à comprendre, c'est plus facile. Bon, voilà. Et il y a le management qui est accessible. Donc, moi, je confirme, je suis de la région de Lyon, je peux quasiment, moi, avec le particulier, je peux rencontrer quasiment tous les mois des dirigeants. Et puis, il y a le côté que tu as dit, c'est que il y a la partie, je dirais, inefficience des marchés, où en fait, vu qu'il y a personne qui suit, on peut être, on va dire dans le top, sans être prétentieux, on peut être dans le top 10 en France qui connaît mieux telle boîte. Parce qu'en fait, personne la suit, quoi. Elle communique pas spécialement, elle fait juste ses communiqués réglementaires sur la place boursière, mais il n'y a pas forcément des gérants qui la suivent beaucoup, ou même des analystes, des analystes qui vendent leur avis. Elle n'est pas suivie, tandis qu'effectivement, Peugeot, Carrefour, LVMH, voilà. Ok, très bien, Thomas. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur ton processus de sélection de valeur? Parce que là, on a compris quel était le segment de marché que tu aimais, donc les petites capis sur Euronext coté en France, management accessible, boîte compréhensible à taille humaine, inefficience parce que très peu suivi. Et après, une fois que tu as on va dire, ce vivier de peut-être 400 boîtes, comment tu les choisis en fait après? Alors moi, je dis souvent, ce que je fais chez pas de la finance, mais des ressources humaines. Donc, c'est-à-dire que je fais attention de manière très importante à la qualité des personnes, donc des dirigeants de la société, à l'éthique qu'ils ont. Ce sont des gens qui font attention au personnel, qui ont une vie sociale, qui font attention à la planète. Donc, ça peut aujourd'hui. J'avais essayé avec des personnes que je considère comme éthiques. Alors, ça, c'est un des critères importants. Ensuite, je regarde bien sûr le marché, le positionnement de la société. Est-ce que c'est un bon secteur? Autre chose importante, c'est le track record. Est-ce que cette société je regarde le passé pour essayer de prévoir l'avenir. Et je reviens juste sur le positionnement du marché, parce que je pense que des très bons dirigeants sur un marché déclinant, ils n'y arriveront pas. Alors que les dirigeants moyens sur un marché porteur, ils auront plus de facilité. Est-ce que je peux juste te questionner sur, quand tu dis track record, tu fais comment quand il y a des introductions en bourse où en fait, par exemple, la boîte, elle a 4 ans et elle arrive en bourse, comme là, il y en a eu plein, en fait, des boîtes de 2012, 2015, qui arrivent en bourse maintenant, donc elles n'ont pas de track record particulier, parce que nous, on est long terme. Donc pour nous, track record, long terme, c'est pas 2 ans. Donc quand tu as des boîtes qui ont 4-5 ans et qui arrivent en bourse, tu fais comment? En fait, d'entrée, tu les exclus, parce qu'il n'y a pas de... Non, je les exclus pas parce que j'en fais un peu d'introduction en bourse. Parce que quand on regarde le track record des introductions en bourse récentes, c'est pas excellent. Je pense qu'il doit y en avoir 8 sur 10 qui sont en dessous du niveau de l'introduction, un truc comme ça. Mais en revanche, je regarde, c'est toujours intéressant. Ça permet aussi d'apprendre des choses sur de nouveaux secteurs. Et alors c'est plus risqué, donc j'en fais quelques-unes. Et quand je fais des introductions en bourse, je considère que c'est plus risqué parce qu'effectivement, on n'a pas le track record. D'accord. Mais j'en fais un peu. C'est aussi un moyen d'être actif sur le marché, c'est aussi un moyen d'aider les sociétés, puisque ça permet de capitaliser ces sociétés, c'est aussi la dimension éthique de la finance pour moi. Donc sur le choix des valeurs, je continue. Un des critères importants pour moi, c'est que le management soit actionnaire. Donc, moi, que le management ait au moins 30% du capital. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, le management, nos intérêts sont alignés. Parce que le management a intérêt à bien valoriser la société, à bien travailler. Et moi, bien sûr, je me laisse porter par ça. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques erreurs, plusieurs erreurs, bien sûr. Mais des erreurs ont été sur des sociétés où le management était très peu actionnaire et les intérêts n'étaient pas alignés. Ah,
J'arrête pas d'en parler, ça. Alignement des intérêts. Moi, je déteste. Alors, je vais pas donner d'exemple, parce que les mecs, ils sont connus et c'est coté. Mais voilà, les dirigeants qui sont pas actionnaires et qui se payent en actions gratuites et donc ils diluent énormément les autres. Mais eux, ça leur fait des actions gratos qu'ils revendent aussitôt sur le marché. Donc ça leur coûte rien. Par contre, ça dilue les autres. Donc ça, c'est pas très clean, quoi, d'un point de vue alignement, quoi, je dirais. Par ailleurs, il y a plein d'études qui ont été réalisées sur le sujet, et en période de crise, les sociétés familiales résident bien mieux que les sociétés non familiales. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Donc encore une fois, quand les temps sont difficiles, on est assez content d'être associé avec des familles qui en général ont tout leur patrimoine sur ces sociétés, et ils font gaffe. Ok, très bien. Ah, merci. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Ah, bah, tout à fait. De toute façon, on l'a vu encore pendant le crack du mois de mars 2020, quand tu as des sociétés familiales qui ont 30, 40, 50, 60% du capital, voire plus, et puis qui rachètent leurs titres. Pendant le crack, tu peux penser que voilà, ils sont alignés, le patrimoine est dedans, s'ils rachètent, ils savent ce que ça vaut. Des fois, la boîte elle a 100 ans, voilà, tu te dis bon, là, c'est un signe qu'il y a confiance, que le prix là du marché, il est un peu délirant, quoi. Un dernier élément qui est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a aussi les ratios financiers dans le choix des valeurs. Donc, je suis quand même financier tout d'abord. Donc, le côté humain est très important, mais les ratios financiers sont importants, bien sûr. D'accord. Les valorisations, rentabilité, etc. Ok. Alors, c'est la fin de la première partie de l'entretien de Thomas. Je voudrais revenir sur quelques notions qui me semblent importantes qu'il a évoquées. La notion de fonds ouvert et la notion de fonds fermé. Donc, quand un fonds est ouvert, c'est un fonds que l'on peut souscrire à tout moment et qu'on peut retirer ses avoirs à tout moment. Donc, cela demande en fait au gérant de ses propres fonds de gérer les positions en bourse en fonction, puisque à tout moment, ces gérants peuvent faire face à de la décollecte qui vont les obliger à les solder leurs positions qu'ils ont prises en bourse au moment où la décollecte arrive. Et quand ça coïncide avec un crack, évidemment, on est amené à solder les positions à des valorisations qui sont potentiellement énormément décotées par rapport à la valeur intrinsèque des entreprises mises en portefeuille. Tandis que lorsqu'on a un fonds qui est fermé comme Thomas, il a précisé que les conditions de retrait étaient drastiques, donc ça lui permet de pouvoir être très long terme et de ne pas devoir courir après la liquidité ou de devoir aussi éventuellement anticiper les éventuels retraits puisqu'il n'y en aura pas. Donc nous, en tant que particuliers, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il faut vraiment essayer de toujours se placer dans la position d'un fonds fermé comme celui de Thomas avec une gestion long terme. Donc ne mettez pas en bourse ce dont vous auriez éventuellement besoin d'ici quelques mois et plus. Idéalement, l'horizon de placement est supérieur à 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus pour laisser les intérêts composés et la création de valeur émerger au sein de vos portefeuilles. Deuxième notion qu'il a évoquée aussi Thomas, c'est pourquoi investir dans les small caps. Donc j'avais déjà fait une vidéo et je vous remets ici le lien sur les avantages d'investir dans les small caps et on retrouve les critères que j'avais évoqués, c'est-à-dire qu'il y a un gros vivier sur Euronext, il y a plusieurs centaines de sociétés qui font partie des petites capitalisations boursières. Donc nous, on peut aller faire notre marché, entre guillemets, sur ce segment-là. Il y a plusieurs centaines de small caps qui sont peu suivis. Donc nous, en tant que particuliers, on peut réellement avoir un avantage comparatif puisqu'on va faire tout le boulot que très peu de gens font sur la place. Donc les petites capitalisations sont évidemment plus faciles à comprendre, plus faciles à suivre. Le marché peut être amené à être peu efficient parce que comme je l'ai évoqué, on pourrait avoir des fois des fonds qui sont ouverts avec une situation de décollecte qui pousse le gérant à aller vendre des titres sur le marché, à écraser le cours. Et si vous êtes un petit peu le spécialiste de la valeur, vous pouvez vous rendre compte que la valorisation qu'offre à ce moment-là le marché est probablement très décalée avec la valorisation réelle de l'entreprise. Et dernier critère, c'est que le management est accessible, y compris pour les particuliers, parce que si vous avez la possibilité de vous rapprocher de grandes villes, vous avez probablement des clubs d'actionnaires, des clubs d'investissement qui font qu'on peut être amené à inviter des managers pour parler de leur entreprise. Et comme l'a souligné Thomas, souvent les dirigeants de sociétés de petite et moyenne taille sont assez fiers de pouvoir évoquer même auprès de particuliers leur business, de montrer comment ils peuvent être fiers de ce qu'ils font et comment ils créent de la valeur. Les critères de sélection, donc le capital humain, Thomas en a parlé, donc le management doit être de qualité,
Il doit y avoir de la considération pour les collaborateurs qui sont porteurs de valeur et on peut mettre une dimension éthique dans les investissements que l'on prend. On cherche au maximum l'alignement des intérêts, donc on regarde pour ça le passé des dirigeants. Idéalement, on cherche des sociétés familiales bien gérées avec des dirigeants actionnaires 30% et plus pour augmenter la probabilité d'avoir un alignement des intérêts. On regarde le secteur d'activité. Idéalement, on cherche un secteur en croissance. Le positionnement de l'entreprise par rapport aux concurrents et on regarde les ratios financiers, la valorisation, la rentabilité, etc. Donc j'avais évoqué aussi tout ça à travers des vidéos. Je vous remets ici les liens. Bon voilà, j'en ai fini avec cette première partie de cet entretien avec Thomas. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma newsletter, je vous mets le lien dans la barre de description. Et je vous invite à vous abonner à cette newsletter. Cette newsletter mensuelle permettra de partager avec vous ma vision de certaines sociétés que je suis. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!